Bonsoir, ce sera donc le dernier week-end de l'année 2023. Bienvenue sur La Première. Il est 19h dans nos studios de Pamataï. C'est le temps de l'information sur La Première. Voici les titres de notre journal de vendredi. Les derniers colis pour les fêtes de fin d'année partent pour les archipels. Les avions d'Air Tahiti débordent de fret. Ainsi, une liste de produits prioritaires pour les soutes est établie. Évidemment, les denrées périssables passent devant. Elles sont attendues pour les tables conviviales et joyeuses de l'an nouveau. Oreilles sensibles s'abstenir. Le changement d'année donne à l'atmosphère un bruit répété de pétards. Les feux d'artifice disent et la joie et l'espérance de ce qui va arriver, mais aussi provoquent la peur parmi les canidés. Des conseils de prudence à venir dans cette édition. Le pays semble faire un pas vers le cannabis thérapeutique et la possibilité de la culture du chanvre à faible teneur en THC. C'est le sens d'un projet de loi discuté en Conseil des ministres cette semaine, mais le chemin est encore long. Nous parlerons de ceci avec Philippe Catelin, c'est le président du syndicat polynésien du chanvre. Son regard, son analyse et les éventuelles divergences avec les pouvoirs publics. Merci monsieur et à tout à l'heure. Et voilà, on ira également du côté de Tuamotu pour un sujet qui concerne l'environnement. Vous le voyez, là-bas, la population se mobilise pour chasser les déchets qui viennent de la mer. Il y a du travail, mais la volonté civique est forte. Vous le verrez sous ces images superbes et ensoleillées à la fin de ce journal. C'est le début de cette édition. En ce moment, dans le ventre des avions d'Air Tahiti à destination des archipels, du fret et encore du fret. La demande est forte, si forte que la compagnie doit mettre en place une liste de produits frappés de priorité. Évidemment, et c'est logique, toutes les denrées de nature périssable sont en première ligne sur les chariots d'embarquement à l'aéroport. Ainsi, la table des fêtes n'en sera que plus gourmande. Explication avec ce reportage signé Ismaël Tayata et les images de Mirko Vanfo. Une fois n'est pas coutume, c'est le comptoir qui va aux usagers. Avec 4 fois plus de vols cette semaine, toutes îles confondues, la file attendra. Exceptionnellement, ce sera 8 comptoirs au lieu de 4, avec des effectifs doublés pour éviter à tout prix l'embouteillage. C'est la course comme à chaque fois pour chaque période de fête de fin d'année. Après, on essaie de satisfaire tout le monde et on essaie de faire au plus vite. Ça va être la course jusqu'à quelle heure à peu près? Oh là, facile jusqu'à ce soir, 18h, jusqu'à la fermeture. Les périodes de fête font la joie des coursiers. En décembre, c'est presque 1 tonne de colis expédiés par leur saut. Bien chargé pour une dizaine de colis à peu près, pour envoyer dans les îles. Rurutu, Turia, Reatea, Bora, Nukuhiva. Il y a tout ce qui est TDF, tout ce qui est ondulaire. Après, il y a une partie JBL Box. Après, les autres colis, je ne sais pas trop, des téléphones ou des iPads, tout ça. Depuis Noël, le nombre des passagers à destination des îles a triplé, autant que le volume des colis. Il y a un peu de tout. Il y a des cadeaux, l'alimentation, de la charcuterie, tout ce que vous voulez en alimentation. Cette semaine, priorité à la nourriture et aux boissons alcoolisées pour que les îles, même les plus éloignées, puissent fêter le Nouvel An comme il se doit. La livraison, elle, est en cours. Page sociale dans ce journal de vendredi. Le syndicat Otei a déposé un préavis de grève, et cela au port autonome. Selon Tahiti Info, les représentants du personnel parlent d'un dialogue social rompu et de promesses qui n'ont pas été tenues jusqu'à présent. Outre une revendication qui concerne les salaires, des demandes quant à l'organisation du travail sont également sur la table. S'il n'y a pas d'accord, la grève serait effective dès mercredi 3 janvier à minuit. Voilà donc pour cette information que nous allons suivre sur La Première. Ils vont passer le passage de l'an dans la rue. Les citoyens sans abri de papeter attendent sans nul doute une lumière dans leur quotidien avec l'arrivée de 2024. Mais ces réveillons qui sont synonymes de fête et d'amicaux baisers, cela joue. Quelle est la signification pour ces citoyens qui sont sans logement? Début de réponse avec ce reportage d'Ignacio Revino et des images de Taïva Ribé. Ils sont un peu moins de 300 selon les autorités, plus de 500 selon les associations. Et beaucoup de ces citoyens des rues se retrouvent au centre Tevaï-Été pour satisfaire leurs besoins primaires, des laissés pour compte pour qui les fêtes de fin d'année ne riment pas avec opulence. Comme tous les années, ouais. On fait ce qu'on a. Après, le mercredi soir, c'est l'heure demandée qui a
Un café de repas. Depuis son inauguration au mois de juin dernier, ce centre de jour a accueilli près de 300 personnes de manière régulière. Donc moi, je pense que le nombre n'a pas vraiment augmenté au niveau du nombre au sens strict. Ce qui continue à augmenter et qui, à mon sens, pose de plus en plus de problèmes et ce qui fait que, je pense aussi, la population a le sentiment qu'il y en a plus, c'est le nombre de personnes à la rue qui ont des troubles psychiatriques lourds. C'est par des travaux manuels que Tetoria essaye de réinsérer les sans-domicile fixe. L'idée, c'est de rompre l'isolement social pour la plupart et affectif pour certains, en valorisant leur travail. On les inculque un peu les valeurs de la vie. Voilà. C'est plus facile de travailler le bois. Donc, travailler le bois, ça stimule un petit peu quelques compréhensions. Voilà. C'est ce qu'on peut apprendre à ces jeunes-là. On les accueille pour corriger un peu le comportement et les aider un peu à mieux voir la vie autrement qu'ils voient dans la rue. Souvent en détresse psychologique, ces personnes appréhendent cette période festive avec la même indifférence que celle dont fait preuve la société à leur égard. Des tambours, des trompettes ou des tambours et des trompettes, ou presque pour chaque 31 décembre, on veut dire en cela que chaque nouvel an, c'est la pétarade dans les rues. Une tradition bruyante, comme des éclats de joie, et la promesse sonore que les choses iront de mieux en mieux avec l'an neuf. Pour accompagner ces vœux, bien sûr, des feux d'artifice et des pétards à la résonance hypersonique et du stress à foison. Pour les chiens, allez, des conseils avec ce reportage de Reya Nadjerian et Jacques Damour. C'est un spectacle magnifique pour l'homme, mais qui terrifie nos amis à quatre pattes. Les feux d'artifice, un rituel chaque année pour fêter le nouvel an. Et chaque foyer a sa méthode pour calmer ses bêtes. Quand il y a des feux d'artifice, moi je mets mon chien, c'est un chien de garde, un red nose, dans ma maison. Parce qu'alors là, sinon... Comment il réagit? Il s'enfuit? Il s'enfuit, il veut attaquer tout le monde comme c'est un chien. Molosse, tu vois. Ma chienne, elle a très peur, donc je la rends dans la cour et puis elle va se cacher dans la maison. Voilà, je la garde avec moi. Passionnée par les animaux, Véronique a toujours eu un lien très fort avec sa chienne Popcorn. Protéger ses bêtes durant cette période de fête, elle en a fait son combat. Pourquoi les chiens ont peur? Parce que c'est un bruit qui apparaît de façon soudaine, qui est très violent. Il y a beaucoup de vibrations associées. Ils n'ont pas l'habitude. Donc les chiens qui sont sensibles au bruit, sensibles aux orages, il y a de fortes chances qu'ils vont paniquer le soir du 31 décembre à minuit. En cas de fuite, il y a deux méthodes pour retrouver son chien. La plus connue étant le collier autour du cou avec un numéro de téléphone. La deuxième méthode, moins connue, c'est la puce électronique. L'identification par puce électronique est un moyen d'associer le chien à un propriétaire. Ça veut dire que le numéro correspond à un nom, prénom et un numéro de téléphone du propriétaire. Elle est obligatoire chez les carnivores, chiens, chats, à partir de l'âge de 4 mois. Les chiens ne sont pas les seuls à se faire du souci. Allumer un feu d'artifice comporte aussi des risques pour l'homme. La vente est interdite aux jeunes de moins de 16 ans et les artificiers n'oublient pas de rappeler les consignes de sécurité. Quand vous avez votre feu d'artifice, déjà rien ne se tient à la main. Aucun feu d'artifice se tient à la main. Donc ce type de produit, on les met dans un seau, on les plante. On allume, bras tendu, toujours reculé. On a une mèche lente qui dure à peu près 15 secondes, donc l'utilisateur a le temps de se reculer. Et là, il n'a plus qu'à explorer. Chaque année, pendant cette période, des annonces portant sur des chiens en fuite fusent sur les réseaux sociaux. Un jardin clôturé ou bien garder son animal près de soi, tels sont les moyens pour éviter toute fuite. Il est important de prendre soin du meilleur ami de l'homme. Ça dépend de la personnalité. Et dans ce journal, on ouvre le débat. C'est une première étape vers la légalisation du cannabis thérapeutique. Le Conseil des ministres a validé une loi de pays qui autorise ou qui va autoriser les médicaments à base de cannabis, la culture du chanvre à faible teneur en THC, également l'importation et la distribution des produits qui en sont issus. L'idée,
ouvrir la porte aux produits à base de CBD, déjà légaux en Europe depuis une trentaine d'années, et également ouvrir la porte au cannabis de nature thérapeutique. On va justement en discuter avec notre invité Philippe Catin. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Merci d'être avec nous. Alors, mercredi, est-ce que ça a été un grand jour pour le militant que vous êtes ? C'était une date que nous attendions depuis un petit moment. Ce n'est que la suite logique de l'abrogation de la loi de l'ancien gouvernement. Donc, mais ce n'est qu'une première étape. Aujourd'hui, elle est entre les mains du CISEC. Elle doit encore être examinée par la Commission de la Santé de l'Assemblée politique française. Et ce qui nous importe le plus, c'est qu'elle soit finalement adoptée par les représentants de l'Assemblée. Et en même temps, vous avez un regard un petit peu critique parce qu'on parle de teneur à 0,3. Vous dites que c'est pas forcément adapté à la réalité, climatique du pays. Vous allez continuer votre travail de lobbying et qu'est-ce que vous avez demandé au président Broderson ? Alors oui, nous sommes là pour donner notre avis. Nous sommes entourés d'experts de la culture du cannabis. Il y a eu un rapport qui a été émis par l'Assemblée nationale par une mission interministérielle dont a fait partie notre président, qui recommande justement que sous les latitudes chaudes, on relève ce taux minimum de THC à 1%. Alors, je vais préciser, ce que nous demandons, ce n'est pas un relèvement de 1% sur tous les produits issus ou fabriqués avec du cannabis, mais c'est uniquement une tolérance à 1% dans l'analyse des fleurs de cannabis non stupéfiants qui sont vendus avec un seuil à 0,3%. Quel est le modèle économique que vous voulez promouvoir derrière tout ceci ? Parce qu'il y a la capacité pour vous de créer de l'emploi et de répondre à une demande solvable et d'aller au-delà d'ailleurs du territoire. Oui, c'est ça. Le but, c'est de créer de la richesse, de créer de l'emploi et de subvenir à un besoin réel. Donc là, on va parler plus du volet médical. Il y a un marché intérieur. Aujourd'hui, il y a une grosse consommation de morphiniques, d'opiacés. On sait que le cannabis, aujourd'hui, peut se substituer donc, aux opiacés. Donc, on sait que ça coûte très cher, l'importation de ces médicaments. Le cannabis peut être une solution, puisque nous pouvons le cultiver ici et nous souhaitons même la construction d'un laboratoire de fabrication de ce médicament où notre pays gagnerait vraiment en souveraineté. Ce qui veut dire que le prix ne doit pas être trop élevé pour que, notamment, la pharmacopée puisse l'utiliser, parce qu'il faut de grands volumes pour après de petits volumes en termes de résultats finaux. Oui, alors des valeurs existent déjà, puisqu'à l'étranger, le cannabis médical est une réalité depuis plusieurs années. Donc il nous faudra nous ajuster sur ces valeurs-là, mais en amenant peut-être une qualité supérieure. L'avantage d'une production locale pour satisfaire un besoin local, c'est que le cannabis va rentrer dans un circuit court. Et toute la qualité du cannabis réside en fait dans ce circuit court. Donc les médecins sont en attente, les pharmaciens sont prêts. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Qui va contrôler tout ça ? Parce que ça ne peut pas être un marché complètement dérégulé sans un regard, notamment des commissions de santé ou du gouvernement, parce que c'est une porte ouverte vers une logique parfois délinquante. Oui, alors avant tout, il faut se référer à la réglementation internationale qui précise que tout pays qui souhaite légaliser le cannabis doit appliquer le régime applicable à l'opium. Ça consiste en quoi ? Ça consiste à donner des autorisations. Le pays doit créer un organisme de contrôle, doit désigner les surfaces de culture qui doivent être sécurisées. Voilà, donc il y a déjà un cadre existant, on ne va pas le réinventer. Ce que l'on veut, c'est le développement d'une filière responsable, sécurisée, et au final pour pouvoir apporter une solution urgente à nos malades. Vous n'avez pas peur que des grands groupes se saisissent de l'opportunité commerciale et laissent de côté les petits agriculteurs, les gens qui ont, une parcelle de terre qui pourrait être un complément de revenus ou une création de revenus pour des familles parfois en difficulté ? Alors, les conditions d'obtention de cet agrément feront l'objet de futurs arrêtés de la part du président et de son gouvernement. Donc nous resterons vigilants sur ce point-là, puisque l'atout pour nous, c'est avant tout que cette économie puisse bénéficier à notre population et le syndicat polynésien du chanvre existe justement pour éviter que des grands groupes pharmaceutiques viennent s'implanter chez nous. On ne peut pas leur interdire de venir ici, mais on peut fixer des conditions plus contraignantes pour eux. 10 secondes, parce que le temps est passé vite. Est-ce que vous voulez aller vers une autorisation du cannabis à usage récréatif ? Alors, la priorité, c'est le cannabis médical. Mais après, c'est la prochaine étape. Nous sommes plutôt déçus du bilan de la politique française en matière de lutte contre les stupéfiants, notamment le cannabis. C'est 50 ans de résultats négatifs. Donc il est plus que temps de s'orienter vers d'autres solutions. D'autres pays nous l'ont prouvé. Il faut arrêter cette hypocrisie. Et notre président, on est d'accord sur ce point.
Merci beaucoup, Philippe Catelin, de ces informations et bonne fête à vous. Merci beaucoup. Et la sidération s'est emparée de la ville d'Oumbéa, c'est en Nouvelle-Calédonie. Un enfant et sa maman sont entre la vie et la mort, victimes de coups de feu de la part de membres de la famille. Un homme, le tireur, s'est suicidé juste après. Un quadrillage important de la police a été installé. Sur place, Julie Stramboni et Claude Lingdor nous expliquent les faits et peut-être leur origine éventuelle. Voici le reportage. La route de la Couvelée bouclée par les gendarmes, des voisins inquiets après avoir entendu des coups de feu. Vers 16h, le procureur de la République confirme que des victimes ont été évacuées au Médipôle. Ce que je peux vous dire, en tout cas à ce stade, c'est que 2 personnes, une femme de 35 ans et son fils, âgé de 10 ans, ont été atteints par plusieurs coups de feu vers 11h50, qui ont été donnés par effectivement un membre de la famille. L'auteur présumé des faits est alors recherché dans le cadre de l'enquête ouverte pour tentative de meurtre. Sur place, la gendarmerie et les pompiers ont instauré un périmètre. Des négociateurs du GIGN sont présents. Il s'agit d'un drame familial, incontestablement, mais nous n'avons pas d'éléments effectivement susceptibles d'éclairer ce passage à l'acte de la part de cet homme âgé de 59 ans, donc qui a tiré plusieurs coups de feu sur sa belle-fille et sur son petit-fils. Le procureur confirmait vers 17h que le corps de l'auteur présumé a été retrouvé sans vie à son domicile. Le pronostic vital des victimes est engagé. Et des images impressionnantes, elles viennent des États-Unis, exactement de la Californie. Une vague géante est arrivée sans crier gare sur une promenade maritime avec force, fracas et violence, alors même que des passants circulaient tranquillement. Le bilan, 8 personnes hospitalisées et des dégâts matériels, notamment des vitrines d'hôtels qui ont été brisées. Selon les spécialistes, ce n'est pas un tsunami, mais la conjugaison de la marée haute avec une tempête au large. Et justement, on va s'intéresser à cette réalité-là parce qu'elle va venir intéresser l'archipel des Marquises, parce que cette houle longue se déplace vers le sud du Pacifique, mais il faut être un peu plus rassuré, avec une intensité moindre tout de même. Ainsi, les Marquises sont placées en vigilance jaune, vous le voyez sur notre carte, avec des vagues qui, demain, au plus haut moment de cette présence, pourraient atteindre les 2 mètres. Prudence donc, évidemment, si vous êtes dans le secteur, et évitez donc les promenades sur les plages et sur le littoral. Donc le pic, c'est prévu normalement pour demain à la mi-journée avec des crêtes de 2 mètres. Voilà donc pour cette carte et cette information. On va continuer de parler des îles. On va se rendre sur l'atoll de Pukurua, qui est situé à l'est de l'archipel des Tuamotu. Et vous le savez, c'est à 1500 km de Tahiti. L'environnement est l'un des combats menés par une association civique, une association locale. Elle est soucieuse de la beauté de son atoll. Et alors, les bénévoles s'organisent, et ce pour la première fois. Ils sont allés nettoyer de manière collective l'île. L'objectif, ramasser les déchets qui arrivent de l'océan et qui, évidemment, viennent s'échouer, malheureusement, sur le rivage. Avec ce reportage signé Sandroli, on va avoir de très belles images. C'est parti. Le bord du lago de Pukarua est quasiment propre. La population a toujours pris soin de son environnement. Les problèmes arrivent du large. Sur le rivage, on trouve du bois, des morceaux de corde, des bouteilles en provenance de l'océan, des déchets jetés à la mer, souvent par des navires marchands ou des bateaux de pêche hauturière. Des plastiques, des verres, toutes sortes de déchets. Tu sais d'où viennent ces déchets? Soit c'est des personnes qui viennent à la pêche et ensuite ils laissent sur la plage, c'est la mer qui ramène. Oui, c'est une bonne chose, parce que si on ne le fait pas, nous, un jour, on verra dans la mer, ou bien sur le moto, il n'y a que des plastiques. Les bénévoles sont venus pour lutter contre la pollution par amour de leur atoll, une initiative qui pourrait inspirer d'autres îles. Nous avons voulu mettre en place, c'est pour montrer aux autres atolls, peut-être ils ne le font pas, mais on est là aussi, nous, à montrer que nous faisons aussi sur notre atoll pour la propreté de notre atoll. Et c'est important pour vous? C'est très important pour nous parce que nous trouvons plusieurs de déchets que ça n'est pas de l'atoll, ça va être des bateaux de pêche, qui que ce soit les bateaux. La sensibilisation commence dès le plus jeune âge pour que les enfants puissent profiter de la beauté de leur nature dans le futur. Oraké a seulement 3 ans et n'a pas hésité à enfiler des gants pour nettoyer sa plage. Oraké, qu'est-ce que tu as ramassé? La côte. Tu as bien ramassé les perros? Oui. Avec qui tu es venu? Avec maman et papa.
Les déchets sont mis en sac et déposés à des endroits accessibles pour le ramassage par le camion de la commune. Ces bénévoles sont conscients des dégâts que peuvent causer les déchets échoués sur les plages du littoral. L'association Taurianu no Pukarua a donc déjà programmé d'autres actions pour préserver son atoll. De belles images et un paysage qu'il faut préserver. Bravo pour cette action civique du côté des Tuamotu. C'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information. La tradition le veut. Répétition de l'information principale de la journée. Le pays semble faire un pas vers le cannabis thérapeutique. On en a parlé avec l'invité de la soirée. Et la possibilité de la culture du chanvre à faible teneur en THC. C'est le sens d'un projet de loi qui a été discuté cette semaine en Conseil des ministres, ici à Papeete. Mais le chemin, on le sait, est encore long pour arriver à cette réalité sociale et quotidienne. Allez, les écrans de la première ce soir, eh bien, il va y avoir de la musique. Ça va zouker, si on ose dire, avec, juste après notre journal, Patrick Noble en concert. Il est évidemment très connu ici sur le territoire. Et puis après, on va avoir un métissage avec le festival Outre-mer Pacifico qui va nous donner vraiment des frissons. C'est formidable, donc, cette soirée sur la première. Très beau week-end qui nous amène vers 2024 avec de la joie, de la douceur et de l'amour. Information demain matin, vous le savez, à la radio dès 6h. Et demain soir, c'est notre jeune collègue Marouki qui prendra les destinées et les rênes du journal télévisé. Très très beau week-end et belle année à tous. À très bientôt sur la première. Belle nuit. Une bonne année, une bonne santé. Puis prenez soin de vous. Attends, j'allais oublier. Je voulais vous souhaiter meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que du bonheur. J'espère qu'il y aura plus de partage pour 2024, pour Paitoito, Taoué, tout le monde. Que du love. On va vous préparer plein de ragadec justement pour partager en soirée et tout. Donc voilà, du fond du cœur, big up Polynésia. On dirait que chez Armello, à ses côtés, le grand Hugo, dans la tête que tu vois Mato. Appelez-moi le grand feignant, j'appelle. Salut Polynésie Première, c'est DJ Armello et je vous souhaite une très bonne année 2024. La santé, bien évidemment, et la prospérité, et surtout la réussite dans tous vos projets. Et comme on dit chez nous, et oui, tonton. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet